2, 1, 2, c'est bon? Ok. Bonjour à tous, désolée pour ces petits soucis techniques. Bienvenue à la conférence dédiée à l'industrie circulaire. Je suis Éléonore Blondeau, cofondatrice et présidente du collectif Startup Industrielle France, qui est une association d'intérêt général qui vise à faire connaître l'existence des startups industrielles, c'est-à-dire les projets innovants qui reposent sur des produits matériels ou des procédés industriels duplicables à grande échelle. Cette association a été créée pour faire connaître leur existence à ces fameuses startups qu'on avait malheureusement eu tendance à délaisser ces dernières années, faire connaître leurs besoins en termes d'accompagnement, que ce soit financier, foncier, réglementaire, compétences ou plus généralement de culture industrielle à travers l'écosystème startup, faire connaître les solutions que l'écosystème doit développer pour répondre et accélérer leur développement, et puis accompagner au niveau national et local les acteurs à mettre en œuvre ces solutions, et entre-temps jouer le rôle de bouche-trou, comme on dit, c'est-à-dire les startups qui aujourd'hui n'ont pas les bons accompagnements, de leur proposer des mises en relation, de découvrir les bons acteurs du financement, les bons acteurs de l'industrialisation, d'aller découvrir des sites industriels, d'aller sur le terrain pour avoir toutes les ressources qui leur permettront d'industrialiser très rapidement et dans les meilleures conditions leurs projets. Au-delà de cette mission, le collectif s'inscrit dans une démarche d'industrie circulaire, puisqu'évidemment, il ne s'agit pas juste de réindustrialiser, il faut le faire en cohérence avec les enjeux de la transition écologique et sociale, puisqu'évidemment, à quoi bon développer et réindustrialiser aujourd'hui sans prendre en compte ces enjeux-là? Ça ne sert à rien, on ne va pas y arriver. Aujourd'hui, j'accueille Grégory Richat, associé de OPO, Cécile Félix, responsable achat de la structure Mobion, Lola Bonin, cofondatrice de Maltivore, et Régis Dando, expert du manufacturing, afin de présenter et parler d'industrie circulaire. Donc, je laisse tout d'abord Lola se présenter. Oui, merci. Donc, je suis Lola, la cofondatrice de Maltivore. Chez Maltivore, on revalorise le principal coproduit issu de la bière, le malt, en farine pour les industriels de l'agroalimentaire. Ça en fait une farine qui a beaucoup de saveurs, qui va de céréalière à torréfiée. Également, beaucoup de nutriments, c'est riche en protéines, en fibres. C'est un produit assez miraculeux et qui est disponible dans le monde entier. Et on a un atelier de production à Vourles. Nous, on a d'abord en fait répondu à un besoin, c'était les brasseries qui se montaient en milieu urbain avaient cette problématique de traitement des coproduits. C'est pas un déchet, mais c'est un coproduit pour nous. Et il y avait un besoin au niveau des industriels de l'agroalimentaire qui manquent de protéines végétales dans leurs biscuits. Aujourd'hui, nous, on développe également, on fait de l'amélioration continue sur nos process, parce que là, on a un premier site de production avec une capacité de production de 400 kg jour, mais qui n'est pas optimum en termes énergétiques. L'année prochaine, on développe un deuxième site. Donc en fait, même si l'économie circulaire est dans l'ADN de Maltivore, on continue d'améliorer nos process, même en termes de packaging, sur l'éco-conception, on travaille la CV, on réduit nos impacts. Et donc, on est continuellement sur une logique d'économie circulaire et de vertuosité avec une dimension locale dans nos productions de sites et dans les ventes. C'est-à-dire que, par exemple, là, actuellement, donc, on est sur Lyon. En France entière, l'objectif, c'est d'implanter des petits sites de production industrielle au sein des bassins brassicoles. Super. Ouais. Cécile, peux-tu nous présenter Mobion et ce que tu fais chez Mobion ? Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Cécile Félix. J'ai rejoint le projet Mobion il y a maintenant 2 ans. Mobion est une société française, comme son nom ne l'indique pas, qui conçoit et fabrique des scooters électriques. Nous avons une usine qui est basée à côté de Saint-Quentin, dans l'Aisne, au nord-est de Paris. Et nous avons la particularité d'être le seul unique scooter ayant la certification Origine France Garantie. Donc, ce qui va nous amener peut-être plus tard à expliquer comment c'est venu, quel est le modèle économique finalement de Mobion, qui a été assez nativement et naturellement orienté vers l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, qui induit finalement une industrie circulaire. Je laisse la parole à Grégory. À Grégory, tout à fait. Alors bonjour à toutes et à tous, moi je suis un des associés d'OPO. OPO, on est une boîte de conseil d'une cinquantaine d'ingénieurs plombiers, on va dire, et on aide tous les industriels dans leurs projets de mutation. Donc ça va tourner autour des cœurs d'usine, de la performance opérationnelle, mais aussi sur la transformation des chaînes de valeur. Et en termes de circularité,
On aide ce qu'on appelle, nous, des industriels qui sont nativement linéaires, justement, qui sont souvent gros, donc Schneider Electric, Renault Trucks, à pivoter vers des business models circulaires. Parce que dans l'économie circulaire, il y a économie. Et donc, on tire la transformation de ces entreprises-là par aller chercher de nouveaux marchés avec de nouveaux modèles économiques. Donc, c'est les transfos de pivot de business model. Et on aide des entreprises qui sont aussi nativement circulaires. Celles-là sont souvent beaucoup plus petites. Entre 500 000 euros de chiffre d'affaires et 20 millions. Et là, l'enjeu, c'est comment ces entreprises-là, elles changent d'échelle. Parce qu'elles sont déjà sur un modèle qui est vertueux. Et comment on vient faire x10 sur un marché en termes de gisement et en termes de modèle industriel. Voilà. Donc on a la chance aussi de bien se connaître avec Mobion, qui doit typiquement faire un gros ramp-up de volume. Et comment on passe de scooters qu'on monte sur une table dans une usine à une vraie ligne de production par étape, etc. Et faire que un modèle qui est très prometteur devient demain un nouveau standard de consommation et vient disrupter un marché qui fait des produits sourcés en Chine et jetés en Afrique. Voilà. Et enfin, on laisse la parole à Régis. Régis, tu veux présenter ton parcours aussi. Donc, tu es aujourd'hui ce que, en tout cas, moi, j'appelle l'expert national du remanufacturing. Comment tu en es arrivé là? Et voilà, on te laisse t'écouter. Bien, je dirige Revalue System. J'accompagne les entreprises à réduire leur impact environnemental sur leurs projets innovants et expérimentaux de l'économie circulaire. Alors comment je suis arrivé là? J'ai une expérience, en fait, une expertise sur la remanufacture au travers d'une expérience forte industrielle, notamment passée au sein de Brandt Électroménager, où j'avais monté un projet pilote de remanufacture de tables à induction. Et voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Mais actuellement, donc, j'ai monté une entreprise qui intervient sur des sujets très divers, tels que des fixations de ski, des équipements pour les domaines skiables, des chaussures de sécurité, des luminaires, des transformateurs de caoutchouc aussi. Et l'idée, c'est d'évaluer en fait leur impact environnemental et de les amener vers une démarche d'éco-conception sur toute leur chaîne de valeur. Donc à partir de l'extraction de la matière jusqu'à la fin de vie et aux multiples vies et à l'allongement de la vie des produits aussi. Avant de donner la parole à Lola, est-ce que tu peux juste nous donner la définition du remanufacturing? Parce que je ne suis pas sûre que tout le monde soit familier avec cette notion. Donc la remanufacture, en anglais remanufacturing, mais la remanufacture, donc il y a une étude qui va sortir qui a été faite par l'ADEME, là, qui va sortir en mars, extrêmement intéressante, qui va permettre justement de bien définir ce qu'est la remanufacture. Donc la remanufacture, c'est un processus industriel, donc ça se distingue en fait des autres boucles techniques de l'économie circulaire qui sont le reconditionnement, la réparation, la rénovation, etc. C'est un processus rigoureux, c'est-à-dire que à la fin du processus, vous allez avoir les produits qui vont sortir de ce processus qui auront toutes les mêmes caractéristiques, et la particularité par rapport aux autres boucles techniques de l'économie circulaire, c'est que cette caractéristique sera une performance identique à la performance qu'il avait quand le produit était neuf. Donc c'est comme si on avait une chaîne de production de produits neufs, mais issus en fait de composants et de produits qui ont été déjà utilisés. Super. Et alors Lola, donc vous, à la fois votre start-up, sa mission s'inscrit dans la circularité, en même temps, dans votre fonctionnement, vous êtes circulaire, parce qu'effectivement, la circularité ne s'applique pas qu'aux produits ou projets qui ont un rôle écologique et social. Un pouf peut être fait en Asie par des enfants en multimatériaux non réparables, non recyclables, vendus à l'unité, mais où il peut être fait en France par quelqu'un payé à sa juste valeur, en monomatériaux, réparables, recyclables et vendus à l'usage. Il faut bien comprendre que la démarche d'industrie circulaire, elle s'applique à tous les produits et procédés physiques développés, et non pas seulement à ceux qui sont circulaires dans leur mission. Mais vous cochez les deux cases. Donc pourquoi cette démarche et comment ça se matérialise concrètement ? Oui, alors cette démarche, moi j'étais en finance à la base, donc c'est une reconversion totale. J'ai commencé à avoir l'idée en 2015. Et il y avait à l'époque Gunther Pauli qui avait sorti pas mal de business models qui s'appelle la Blue Economy. Et j'avais lu cette problématique autour de la drèche de bière. Et j'ai cherché longtemps à savoir comment la traiter, si c'était possible pour l'alimentation humaine.
Mais ma logique, c'était de dire, il y a de l'économie dans l'économie circulaire, il y a du business à faire, il y a quelque chose de sain, on a une matière première qui est là, pourquoi pas la réutiliser. Et il y avait un besoin sur l'alimentation humaine. Et donc l'idée, ça a été de travailler du coup sur le process, parce qu'il n'existait pas. Donc travailler sur un process qui puisse transformer cette drèche pour l'alimentation humaine. Et après, au niveau de l'économie circulaire aussi, c'était de dire, là, on a un process, il n'est pas optimal, mais c'est de le retravailler. On a également un coproduit, nous aussi, qui s'appelle le son, un peu comme le son de blé, du coup, qui est revalorisé pour l'alimentation animale pour le blé. Et nous, on a décidé de travailler ce projet aussi, de revaloriser. On a plusieurs pistes pour du textile, donc du fil, pour du matériau. Du coup, on a plein de projets aussi autour de notre projet qui sont dans cette logique d'économie circulaire. Super. Et chez Maubion, je sais que c'est vraiment tout le process qui a été revu, la politique d'achat. Et un petit mot sur ton parcours à toi, qui n'était peut-être pas forcément familière avec cette démarche. Comment tu le vis, comment ça s'est matérialisé et comment, dans votre production, on vit la circularité? Alors, donc d'un point de vue personnel, moi, mon parcours, je suis originaire de Lyon d'ailleurs. J'ai suivi la formation ingénieur à l'INSA de Lyon en génie industriel. J'ai eu après une expérience dans le commercial, sous-traitance automobile, assez classique, très linéaire, disons-le. J'ai eu l'opportunité, il y a maintenant 2 ans, de rencontrer Monsieur Bruer, qui est le fondateur de Maubion, et qui, lui, en fait, a déjà créé un modèle, encore une fois, de l'économie de la fonctionnalité de manière très native, puisque là, je vais peut-être parler du projet Maubion plus que mon parcours, et on verra après dans les achats comment ça se concrétise. Mais ce qui est intéressant de montrer différents modèles, c'est que M. Bruer s'est aperçu, il a été le cofondateur de Allo Resto, qui est devenu Just Eat, donc restauration livrée. Et de ses convictions écologiques, il s'est dit qu'il fallait absolument passer tous ces scooters thermiques en électrique. Donc ça, c'était dans les années, maintenant il y a presque une dizaine d'années. Et malheureusement, à l'époque, le coût d'acquisition d'un scooter électrique était très, très, très important. Donc, c'était des scooters bas de gamme, jetables, c'est-à-dire qu'au bout d'1 an, 2 ans d'usage par des livreurs, donc je vous laisse imaginer un petit peu le soin qu'ils pouvaient apporter à leur outil de travail. Donc, c'est des scooters qui étaient tout simplement jetés. Donc il s'est dit que ce n'était pas possible de continuer dans cette voie-là, et il est passé donc par la location de scooters. Et comme les scooters n'étaient pas assez robustes et ne répondaient pas à son cahier des charges et à son exigence en termes de qualité et de réparabilité, il s'est dit je vais faire mon propre scooter. Donc je vais devenir aussi constructeur de scooters électriques. Et je vais le faire en France pour montrer que, comme on est français, on va être moins cher, pour mettre en place toute une logique d'économie de la fonctionnalité, ne plus s'attacher au produit mais à l'usage, et de faire en sorte que le scooter dure le plus longtemps possible. Donc ça nécessite... Donc l'économie de la fonctionnalité, je t'interromps, pardon, ça veut dire que les scooters sont loués? Tout à fait. D'accord, parce qu'en fait, pour ceux qui ne sont pas forcément... Grégory, tu peux peut-être expliquer l'économie de la fonctionnalité rapidement? Oui, on peut appeler ça equipment as a service aussi dans l'industrie. C'est le fait pour un industriel de rester propriétaire de son produit, de le mettre à disposition d'un client avec une formule qui peut être une location, qui peut être l'économie de l'usage. Donc on paye au kilomètre, par exemple, ou en tout cas d'avoir une clause de récupération à la fin. Donc il y a plusieurs modèles. Tout à fait, la consigne. Voilà, en cas de vente, les scooters de Maubion sont consignés et reviennent dans l'entreprise pour être donc remanufacturés, reconditionnés aussi, on peut dire, mais déjà désassemblés, démontés et réparés. C'est-à-dire que chaque composant, chaque sous-ensemble va avoir une logique différente. Et c'est là où les enjeux industriels sont énormes, parce qu'un moteur électrique n'aura pas forcément la même durée de vie, n'a pas la même durée de vie qu'une partie mécanique du scooter, que la batterie aussi, qui est très atypique aussi dans son système. Puisque chez Maubion, la batterie, elle va être utilisée pendant une vie, on va dire, de 4 ans en mobilité électrique légère, mais après, les cellules vont être récupérées, les accumulateurs vont être récupérés pour être utilisés dans du stockage stationnaire résidentiel, où les cellules sont beaucoup moins sollicitées et donc vont durer beaucoup plus longtemps. Et ça nous permet évidemment, en termes d'achat, d'avoir une certaine souveraineté, puisqu'on n'est plus dépendant
des cours des matières premières, des matériaux, de la rareté maintenant, on le sait, des métaux précieux tels que le cuivre, le lithium, etc. et j'en passe. Donc du coup, c'est un pari sur l'avenir qu'on est presque sûr de gagner. Et notre différence concurrentielle se fait ici, dans le modèle de Mobion, qui est très poussé, très avancé, effectivement, et qui maintenant est au stade un argument commercial. Est un argument totalement Voilà, commercial. c'est-à-dire que de vous différencier par rapport à ça, ça vous crée des ventes supplémentaires. Et en termes de coûts, par contre, vous restez plus attrayant que du clash traditionnel. Exactement. Et c'est là où on veut mettre en avant ce système-là. C'est nous sommes français, nous sommes circulaires et nous sommes moins chers. Donc nous sommes moins chers que les concurrents qui vont acheter un scooter en Chine bas de gamme, le vendre avec une marge et puis après le jeter et être de nouveau à racheter un scooter, à refaire venir de la matière, des composants qui viennent de l'autre bout de la planète. On connaît le coût des énergies, enfin l'augmentation des coûts d'énergie, on connaît tout cela, les frais des transports. Effectivement, moi en termes d'acheteuse, c'est très confortable parce qu'on est dans vraiment un cercle très vertueux et très positif, puisque la circularité nous amène évidemment à avoir beaucoup plus aussi d'emplois locaux en France pour assurer ce démontage qui est manuel. Donc c'est des emplois aussi pérennes dans le bassin où nous sommes, donc dans la Thiérache, dans le nord de la France. Et pour ma part, je me détache maintenant aussi de nos sources asiatiques, où on ne s'y retrouve pas, tout simplement. Ça marche. Et donc Grégory, toi tu as bien travaillé le sujet de la circularité industrielle, autant pour les grosses structures, donc on l'a vu plus, que pour les moyennes. Donc concrètement, c'est quoi l'industrie circulaire? Comment ça se matérialise selon les différents use cases que tu as pu étudier? Voilà. Déjà peut-être, parce que je ne sais pas si j'aurais le temps de le redire, mais s'il y a des startups ici qui sont linéaires, c'est-à-dire qu'elles extraient des matières, qu'elles vendent, comme tu dis, avec de la marge et peut-être un petit peu de réparation, mais après, il n'y a pas de notion de seconde vie, ça finit en déchets. Vous allez être complètement fouetté en plein vol, vous crachez avec votre jolie fusée, parce que dans 3 à 5 ans, il n'y aura plus de matériaux, personne ne voudra bosser pour vous parce que ça finit en déchets. Vous aurez des Mobions dans tous les secteurs qui vont être en économie de la fonctionnalité, etc. Vous ne passerez pas sur TF1 parce que vous serez beaucoup moins sexy que Mathilde Bord, etc. Donc en fait, la circularité, ce n'est pas un truc sympa qu'on rajoute dans son modèle parce qu'on a fait une ACV et on consomme 30% d'énergie en moins pour faire son produit. Ça, c'est de la optimisation. C'est juste rien du tout en fait. Donc ça te donne juste le droit d'arriver sur le marché. Maintenant, si tu veux rester sur un marché et que tu n'es pas circulaire, c'est encore un sujet émergent et de pionnier, mais dans les 5 ans, les boîtes qui vont réussir, elles seront circulaires. Voilà. Si elles ne le sont pas, elles ne réussiront pas. Que ce soit des startups, des grands groupes, des PME, des SCI, toutes les tailles d'entreprise. Schneider Electric lance des gammes de remanufacturing. Renault Trucks ont une offre autour justement de ne plus vendre leurs batteries, d'allonger la durée de vie des produits, donc d'arrêter dans le truc, on vend tous les 3 ans. Ils disent non, rachète pas mon produit, allonge sa durée de vie. Donc on est dans ces démarches-là. Donc si vous avez des clients qui sont des grands donneurs d'ordre, ils vous demanderont des produits circulaires. Et alors je parle sous le contrôle aussi de côté remanufacturing. Un produit remanufacturé, donc qui est repassé sur une chaîne de prod et remis as good as new, even better, si j'ai bien ce qu'on peut le rétrofiter, ça peut être 40 à 60% moins carboné qu'un produit neuf. Donc demain, un grand groupe qui va travailler sur son scope 3 amont, qui va demander dans ses appels d'offres, et ça commence à venir, je veux un produit neuf, et montez-moi le même issu du réemploi ou circulaire, l'autre, vous lui mettez une cartouche CO2 de 30, 40, 60% moins carboné. Et donc, même si c'est un peu plus cher, potentiellement, c'est ces produits-là qui feront la différence demain. Donc voilà, donc déjà l'industrie circulaire, c'est ce qui fera que demain, vous pourrez avoir un business qui sera florissant. Et après, et ensuite... Le truc qu'il faut comprendre aussi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, dans l'industrie économie circulaire, de circulaire, c'est ce qui sous-tend l'économie circulaire. Et du coup, il y a une notion d'économie. Et donc, ça s'adosse à des business models. Le fait d'avoir un produit qui est issu d'un déchet, c'est une proposition de valeur. C'est un business model différenciant, comme Veja. Veja, voilà, ils ont une façon très équitable et durable de générer de la ressource. Eh ben, ils ont des baskets qui peuvent concurrencer des Nike assez vite, quoi. C'est allonger la durée de vie des produits. Donc, c'est des Fairphone qui sont réparables, qui ont en plus avec une notion un peu fer dedans. C'est l'économie de la fonctionnalité. Parce que, pourquoi ça marche? Parce que les scooters, ils sont à pérennité programmée. Tout à fait. Donc, toutes les pièces sont conçues pour avoir plusieurs usages dans le futur. Donc, c'est la circularité qui permet la fonctionnalité. Si vous avez un scooter qui pète toutes les 10 minutes, ce n'est pas du tout rentable
de faire une location parce que tu dois intervenir tout le temps sur ton scooter. Donc la circularité, c'est ce qui va permettre l'économie de la fonctionnalité. Et après, il y a toutes les boucles dont tu as commencé à amorcer. Le fait de remanufacturer, donc je sais récupérer mon scooter parce que j'ai une clause comme un boomerang, mon truc va revenir dans 1, 2, 3, 10, 15 ans et je peux le remettre en prod et le revendre. Donc moi j'ai des boîtes qui font des équipements biomédicaux. Le gars avec un air malicieux, il me dit, tu sais ce produit, j'ai déjà vendu 3 fois à 3 clients différents et plus je le vends, plus je marge. Et le gars, c'est le prix Nobel d'économie en fait. Il se prend le même produit à 3 clients différents et plus ça va, plus tu marges. Donc c'est ça l'économie circulaire. C'est stupide de vendre un produit une fois et ensuite il y a d'autres personnes qui vont en faire quelque chose ou rien. Voilà. Et aujourd'hui, il y a 93% de l'économie mondiale qui est linéaire. On jette 93% de ce qu'on produit, ce qu'on consomme. Et on consomme 1,7 planète à l'échelle mondiale par rapport à un usage. Donc on surconsomme en amont et tout ce qu'on consomme, on le jette comme une serviette. Voilà. Et du coup, ce potentiel, enfin ce chiffre-là, on peut être c'est assez catastrophique honnêtement. Et en même temps, ça dénote d'un potentiel d'innovation absolument incroyable. Dans toutes les boîtes où on va, pour tous les produits, il y a 93% de chances que le truc soit jeté après. Ça veut dire que si on sort, on va voir que devient le produit, il y a 93% de chances de pouvoir faire un business model circulaire parce qu'on est au début de l'histoire. Quand dans 5-10 ans, il y aura, j'espère, 90% de l'économie mondiale qui sera circulaire, donc c'est un vœu pieux, mais on sera bien emmerdé pour aller encore chercher des potentiels d'innovation. Donc aujourd'hui, innover, je termine juste là-dessus, mais aller chercher l'innovation technologique. Aujourd'hui, l'innovation, c'est comment je crée de la valeur ajoutée, je mets de la data, je fais un truc, j'ai pas besoin d'ouvrir ma porte, je mets mon pied en dessous, ça s'ouvre tout seul. C'est comme ça aujourd'hui que l'innovation elle est tirée sur les marchés. Tout ça, rajouter de la donnée, déjà, c'est pas fiable. Vous créez de la fragilité dans les produits, donc c'est très dur d'avoir un produit très connecté et très fiable dans le temps. Deuxièmement, vous êtes obligé de sourcer en Chine ces produits-là. Donc si le canal de Suez se bouche ou si la Chine referme ses portes, vous ne pourrez plus produire. Donc il y a une notion dans l'innovation d'aller chercher de l'usage, une forme de low-tech pour pouvoir avoir des produits ouvrables, réparables, un peu par tout le monde, qui permettent justement de créer plusieurs boucles de circularité. Et donc c'est vraiment un contre-courant de l'innovation technologique aujourd'hui. Et ceux qui arrivent à la prendre, voilà, un scooter Mobion, en termes d'innovation technologique, il y a la batterie qui est juste dingue, mais après le truc s'ouvre comme on ouvre une voiture de Playmobil, quoi. Donc ça permet finalement de gagner en indépendance aussi dans ses approvisionnements et de sécuriser ses approvisionnements puisqu'on se source plus localement. Et finalement, ce qu'on constate, c'est qu'il vaut mieux investir au début dans son produit pour le rendre le plus fiable et réparable possible, ce qui vous permettra de relouer et d'allonger sa durée de vie. Et au bout d'un moment, évidemment, votre amortissement est réalisé. Après, c'est vraiment que de la marge, quoi. C'est quand même assez intéressant a priori. Régis, Dando, qu'est-ce que ça vous fait réagir On voit que tout le monde est assez passionné. On va clairement manquer de temps dans cette table ronde. Je t'écoute. Oui, comme le disait Grégory, de toute façon, il va falloir y aller. Donc, autant y aller dès maintenant. D'une part, donc, vous travaillez dès le début en fait, votre produit, votre modèle, donc, pour qu'il soit circulaire. Sinon, ça sera dans 5 ans, de toute façon, avec les réglementations qui se mettent en place au niveau européen, au niveau de la France, avec la loi AGEC, etc. Et vous serez doublé par les autres. Donc, les gros ont beaucoup de mal. Donc, ce sont des énormes paquebots qui sont lancés. Moi, quand j'étais chez Brandt, pareil chez Schneider, etc., ils sont lancés dans une dynamique linéaire. Ils ont énormément de mal à bouger. Vous, start-up, vous avez une opportunité fabuleuse, c'est que vous êtes hyper positif, vous êtes débordé d'énergie, vous êtes hyper créatif, et c'est maintenant qu'il faut intégrer en fait la circularité dans vos modèles. Et chez Maltivore, est-ce que dans les process, vous avez intégré la circularité, peut-être sur les consommations d'eau, sur le retraitement des eaux, sur les consommations d'énergie, sur déjà, bon, vous allez récupérer un déchet pour en faire un nouveau produit, mais est-ce que vous devez peut-être vous-même avoir des propres déchets dans votre process, je ne sais pas. Oui. Est-ce que vous travaillez dans vos process et comment, des exemples, comment ça fonctionne? Du coup, là, concrètement, quand on produit de la drèche, donc on collecte nous-mêmes chez les brasseurs, on récupère dans un bac qu'on appelle un palox, c'est un énorme bac. On centrifuge pour enlever une partie de l'eau. Et ensuite, on a un deuxième séchage thermique, où là, c'est un séchage sur plaque. Et ensuite, on broie avec un moulin. Rien qu'en changeant la partie séchage avec parce que là c'est des machines qu'on a trouvées sur le marché, mais rien qu'en adaptant les machines, en récupérant l'énergie aussi des machines, parce qu'il y a une synergie qui est possible aussi avec nous, donc on va proposer aussi aux brasseurs de pouvoir s'implanter à côté d'eux, parce qu'en fait on a besoin nous d'un séchage en dessous de 100 degrés.
en sachant que eux, quand ils chauffent, c'est à 60 degrés. Donc en fait, on pourrait très bien récupérer notre chaleur humide, l'injecter dans leur process à eux. Enfin, il y a toute une synergie à faire. Donc nous, on réfléchit à plein de choses sur nos productions de sites. Déjà, oui, la récupération de chaleur. Ensuite, rien qu'en n'étant pas sur un séchage non mobile, mais plutôt sur un séchage mobile. Donc déjà, on gagne en temps, en énergie, en différenciant le séchage. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire. Aussi sur nos produits, sur nos déchets. Enfin, nous, qu'on appelle coproduits, du coup aussi. Donc nous, il y avait le son. Donc comme j'expliquais, on a aussi, par exemple, la drèche qui tombe par terre. On sait que ça peut être bien pour nous utiliser pour du compost ou des choses comme ça. Enfin, on réfléchit tous les déchets, l'impact qu'on a au niveau de l'eau. C'est-à-dire que nous, on a un calcul d'impact. Donc l'idée, c'est d'avoir de plus en plus de KPI et puis en plus de diminuer à chaque fois notre impact donc sur la consommation d'eau. Donc récupérer l'eau, par exemple, qu'on peut avoir lors du séchage et l'utiliser pour le nettoyage. Enfin, il y a plein de choses qui sont possibles de mettre en place. Et l'idée, c'est d'aller toujours plus loin. Pour le calcul des KPI, vous avez un outil sur lequel vous vous appuyez ou pour l'instant, c'est tableau Excel Alors, pour l'instant, c'est nous, mais on est en train de mettre en place des choses. On est accompagné par des cabinets de conseil aussi pour aller plus loin. Enfin, il y a plein de choses aussi qui existent en France. Parce qu'on sait qu'il existe beaucoup de logiciels de suivi des KPIs, de consommation d'eau, d'énergie, oui, etc. C'est simple. Alors après, nous, les premiers KPI qu'on a, c'est par exemple l'emploi aussi, les surfaces agricoles, parce que là... on parlait tout à l'heure de résilience. Nous, il y a le problématique de résilience alimentaire. Donc, nous, c'est rajouter aussi un produit qui soit fabriqué en France. Parce qu'on se rend compte avec les crises actuelles qu'il y a quand même pas mal de matières premières qui est importée au final, qui a un besoin. Là, il y a des problématiques sur le sarrasin, typiquement. Donc, l'idée, nous, c'est d'aller sur une résilience alimentaire. Et comme on revalorise un coproduit, on n'a pas besoin de surface agricole. On tend à avoir une diminution des surfaces agricoles, une augmentation de la consommation d'eau en cultivant par exemple du soja et du pois. Là, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est qu'au lieu d'importer, on va cultiver du pois chez nous, sauf que c'est consommateur d'eau, ça prend de la surface. Donc on calcule ces impacts-là. On calcule du coup aussi notre consommation d'eau en interne et l'idée c'est de faire aussi un bilan carbone, une ACV de nos produits. ACV, je ne sais pas, ça a été utilisé plusieurs fois, c'est analyse de cycle de vie. Donc c'est l'outil qui permet d'avoir une approche multicritère de son impact environnemental, parce que le bilan carbone, c'est un critère, c'est le carbone, le CO2, et l'analyse de cycle de vie intègre effectivement le carbone, mais aussi les ressources en eau, en énergie, en matière, etc. Ouais. Tu veux rebondir ? Dans le bilan carbone, on peut aussi intégrer d'autres critères, mais en général, quand on parle de bilan carbone, c'est sur l'activité complète de l'entreprise, alors qu'avec une ACV, on va essayer de cibler plus une approche produit sur l'ensemble de son cycle de vie, mais axé sur le produit. Super. Et comme le temps file, je donne le mot de conclusion à Cécile sur la formation, parce que je crois que c'est un sujet qui te tient à cœur et ça te fera une parfaite transition pour la suite. Oui, tout à fait. Effectivement, on est en train de parler d'un modèle qui, pour certains, comme Christian Bruer chez Mobion, est assez naturel, intuitif, mais qui peut aussi nécessiter et qui nécessite aussi un changement des mentalités, peut-être au niveau consommateur, mais aussi des approches plus, on va dire, des formations, on va plus dire au niveau des salariés actuels et surtout nos générations futures qui aujourd'hui baignent dans cette économie de la fonctionnalité et l'industrie circulaire. Et il me semble naturel que toute cette transition soit accompagnée donc d'une formation et d'un suivi dès les plus jeunes années au niveau collège, lycée. Et c'est vrai que Mobion aussi est très, très impliqué sur ce secteur-là. On essaye de faire de notre usine qui fait 24 000 m², on n'en a pas parlé, mais 24 000 m² de surface de bâtiment, où on veut mettre en place une usine apprenante qui soit ouverte aux jeunes qui sont, on va dire, le plus éloignés de l'emploi aujourd'hui, qui sont en décrochage, aux personnes qui veulent se former de manière continue, ou à des nouvelles technologies ou des métiers qui émergent, en particulier sur la batterie. Sur la batterie, maintenant, on est très, très, très implanté au nord de France, dans les Hauts-de-France. Il y a une très forte activité, donc il y a une nécessité de compétences, de connaissances pour opérer et fabriquer nos batteries de demain. Donc effectivement, un point très important est la formation.
et pour lequel votre société a même décidé de créer son propre campus. Oui, oui, tout à fait. Ce qu'on a l'impression qu'on voit de plus en plus. L'usine Parce apprenante. qu'effectivement, on a du mal, vous le savez, dans l'industrie, qu'on soit une start-up ou un grand groupe, à recruter. Et c'est très segmenté. Jusque-là, une start-up est entre start-up, un grand groupe discute avec les grands groupes. Et nous, on veut mettre à plat tout cela. On veut donc être une usine apprenante ouverte à tous, quelle que soit la filière aussi, parce que l'industrie circulaire, on l'a vu, peut être applicable à toutes les filières, à tous les métiers, à toutes les activités. Et donc, c'est important que aussi dans la formation, finalement, la circularité, qu'on ne fonctionne plus en silo et qu'on partage vraiment nos expériences pour progresser ensemble. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Donc, Tout voilà. à fait. Je n'aurais pas dit mieux comme mot de conclusion. Je remercie mes speakers. Et maintenant, nous avions réservé une petite surprise. Il se trouve que l'association du collectif Startup Industrielle France, comme vous l'avez vu, est assez engagée sur le sujet de la circularité industrielle. Et afin de combler à sa juste, comme on peut, entre guillemets, avec nos moyens, ce manque de compétences et de formation, l'association lance un accélérateur amorçage industriel circulaire à destination de start-up industrielles qui se seraient développées de façon linéaire ou qui n'auraient pas encore été au bout de leur circularisation. Et donc, je suis très heureuse... je dois annoncer les lauréats, en fait, je suis un peu stressée. Et donc, ce programme, pour le présenter quand même, il commence jeudi de la semaine prochaine pour 5 mois. Donc, on a de très nombreux partenaires comme OPO, mais aussi la Métropole de Lyon, Blackstar, Revalue System, j'en oublie plein, Etikis du label Long Time, Virtuose et de nombreux autres. Donc tous ces partenaires vont soutenir ce programme qui va proposer aux lauréats 6 workshops et conférences dédiées à l'industrie circulaire, donc pour partir du b.a.-ba, c'est quoi l'économie circulaire, et puis au fur et à mesure cranter pour voir concrètement comment ça se matérialise dans chacun de leurs projets. Il va y avoir également 2 mentors par projet qui seront à disposition des startups, qui sont des mentors avec plus de 20 ans de métier pour la plupart industriels et qui se sont au fur et à mesure sensibilisés à la durabilité, la décarbonation, la circularité. On va également organiser 3 Learning Expeditions pour aller visiter des sites industriels circulaires, donc à la Vallée de la Chimie, chez Blackstar et chez Renault Trucks. Et à la fin, il y aura un hackathon d'1 journée à la Métropole de Lyon qui permettra aux startups de partir avec une roadmap. Comment circulariser ma start-up, avec quel financement et avec quels acteurs. Voilà. Donc ces start-up viennent de toute la France et j'ai le plaisir d'annoncer les lauréats à l'instant. Eh bien non, c'est une hop là. Donc les lauréats sont Saphir. On peut les applaudir même si je ne suis pas sûre qu'ils soient par là. Ils sont là, c'est super. CPF What's Good. Timoon Food, donc on a même des startups qui viennent des Antilles, Bad Connect, Midi Pile, Empreinte Locale, Ricom, Etrix Innovation, DAU et Expire. Voilà, on les applaudit bien fort. C'est super. Écoutez, je vous remercie et tous les speakers restent à votre disposition pour toutes les questions-réponses. À très bientôt.